de vous rappeler que si vous auriez une question à poser, gardez-la et à la fin de l'intervention, vous pourrez monter sur scène et la poser directement à notre intervenante ou au contraire, vous pouvez l'écrire sur le chat. Aussi, veuillez fermer vos microphones. OK? Donc, je vous demande une autre fois de fermer votre microphone. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter à Olga Dene Serrano, qui va nous parler de la femme moulin à parole. Donc, avant de céder la parole, je vais vous en parler un petit peu de son parcours professionnel. Olga Deme a été distinguée par l'ordre des Palmes académiques sous les grades de chevalier, attribués par le gouvernement français pour son approche culturelle entre le Mexique et la France. Avec 40 ans d'expérience dans l'interprétation simultanée français-espagnol-français, en faisant partie d'une variété de congrès au Mexique et à l'étranger, des colloques, des conférences, des cours, entre autres espaces. Diplômée en lettres modernes, option espagnole à l'Université de Poitiers, en France, professeur de français à l'Institut français d'Amérique latine et à l'Alliance française et à l'École normale supérieure du Mexique, puis à la Direction générale d'éducation normale. Membre fondateur de l'Association des professeurs de français au Mexique et en 1970, aussi, elle a participé dans la création, coordination, élaboration des articles, correction des styles de la revue de l'Association des professeurs de français du Mexique, Chemin actuel. Olga a collaboré à la rédaction des mémoires d'Aurora Serrano Rosas et co-auteur d'un roman à connotation historique sous le nom Raíces ayer y mañana californianos. Actuellement, elle est en cours de publication le Glosario de falsos amigos français-espagnol et elle a été membre du Collège mexicain d'interprètes des conférences depuis 1994. Donc, Olga, bienvenue et je vous donne la parole. Merci, Pedro. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas du tout experte en la matière et lorsqu'Edouard m'a demandé de participer à cette série de conférences, enfin de causeries sur la langue et la femme, je me suis demandé qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas déjà été dit. Et puis, je me suis souvenue d'une petite chanson. À l'époque de la MIFRAM, un ami de la MIFRAM, professeur de littérature au lycée français, qui faisait partie des jeunesses musicales de France, nous a offert une série de cours pour apprendre à utiliser la chanson en cours de langue. Et alors, la petite chanson, bon, je dois vous avouer que je chante très, très mal. Quand j'étais petite fille à l'école première année du secondaire, je me souviens, le prof de musique me disait gentiment, vous pouvez aller vous promener dans la cour pendant que je fais la classe de musique. Enfin, je vais essayer quand même de vous faire voir, écouter un petit peu ce que c'est. La chanson dit « Un homme, un mot, un homme, un mot, une femme, un dictionnaire. » Et effectivement, c'est ce que je voudrais soumettre à votre considération. Et si cela est possible, j'aimerais que nous mettions en commun nos points de vue après la causerie. Selon cette petite chanson, les femmes auraient besoin de beaucoup de mots pour s'exprimer et les hommes, dans leur rationalité, en utiliseraient beaucoup moins. Il est commun de dire que les femmes sont bavardes, qu'elles aiment causer, que ce sont des moulins à parole, qu'elles sont volubiles, la volubilité étant définie comme abondance et rapidité dans l'expression. Cependant, il y a aussi beaucoup d'hommes loquaces qui, dans une réunion, aiment prendre la parole et la garder, qui se considèrent le droit de parler en leur nom et celui de leur compagne ou d'une collègue femme, etc.
Et puis, il y a aussi les femmes qui ont un langage bien mesuré. Au lieu de comparer hommes et femmes, il vaudrait mieux parler de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Nous possédons tous, en tant qu'êtres humains, un mélange de ces deux énergies. Parmi les références à ce sujet, le meilleur symbole, me semble-t-il, de cette dualité se trouve dans le yin-yang taoïste. En Occident, c'est un exemple, le psychologue Carl Gustav Jung leur a donné des noms spéciaux. Anima pour l'énergie féminine chez l'homme et animus pour l'énergie masculine chez l'homme. Les disciples de Jung affirment que nous pouvons tous entrer inconsciemment en contact avec ces deux énergies selon le moment du jour et les circonstances qui nous entourent. Je crois que je vais montrer un petit peu ça. Et les énergies, de façon que nous pouvons également développer l'énergie contraire afin de la mettre en équilibre. Vous m'entendez bien? Era más altlán. Oui. 3 días. L'équilibre semble être un mot essentiel, car les deux forces sont complémentaires. Probablement les caractéristiques les mieux connues de ces énergies sont le sentiment et l'intuition chez la femme et la perception ou rationalité chez l'homme. Mais de nombreux travaux signalent un grand nombre de caractéristiques opposées qu'on a intérêt à reconnaître comme complémentaires. Voilà ceux que j'ai trouvés et qui nous permettent de comprendre pourquoi une femme a besoin de s'exprimer abondamment et rapidement. L'énergie féminine, introspection, intuition, créativité, imagination, émotion, sensibilité, fertilité, compassion, calme, patience, guérison, partage, tendresse, amour inconditionnel, pardon. L'énergie masculine, extraversion, logique, rationalité, action, performance, fermeté, force, affirmation de soi, détermination, persévérance, survie, sang-froid, courage. J'ai trouvé tous ces mots dans différents textes. Bien que la société occidentale soit fortement dominée par l'énergie masculine, n'oublions pas que nous pouvons tous, à certains moments du jour ou de la vie, avoir recours inconsciemment à l'énergie contraire et que nous pouvons aussi la développer en vue de la mettre en œuvre consciemment. Et que d'ailleurs l'énergie féminine est en train également de faire ses preuves, comme le montrent les résultats positifs de nombreuses femmes chefs de gouvernement ou d'État qui semblent par ailleurs avoir justement trouvé l'équilibre entre ces deux énergies. À mon point de vue personnel, un homme équilibré est celui qui sait développer ses capacités de tendresse sans diminuer sa virilité. Et dans le cas des femmes, celles qui développent la rationalité sans pour autant perdre leurs ressources en intuition et sensibilité. Le corps de la femme étant préparé pour la maternité, elle l'est également pour protéger la vie, la sienne, celle de ses possibles enfants, des membres de la famille que les circonstances de la vie font dépendre d'elle, des sujets auxquels s'adresse la profession qu'elle aura choisie ou dû accepter malheureusement, et même du groupe social dont elle fait partie. Pour remplir toutes ces fonctions, elle a besoin de la parole, de la langue mise en action. Si elle a assumé la maternité, elle en a besoin pour établir des liens affectifs avec l'enfant, l'orienter, le consoler, l'éduquer, etc. Nous avons tous vu des caricatures montrant une jeune femme tenant un bébé dans les bras, un autre petit en larmes s'accrochant à sa jupe ou à son pantalon,
et courant de la cuisinière à l'évier, de l'évier au frigo, et recevant en même temps un appel de son mari. Si elle a choisi une profession humanitaire, telle que l'enseignement ou le domaine des soins médicaux, elle a besoin de la parole pour transmettre la connaissance, faire comprendre, orienter, exiger, réprimander, récompenser, consoler, suggérer. Si elle est entrée dans le monde de la compétition et il lui faut savoir discuter, dans notre monde hiérarchisé, ce n'est sûrement pas facile. Il faut beaucoup de mots et savoir les utiliser. On remarque souvent que les hommes préfèrent exécuter une seule tâche à la fois. Par exemple, au cours d'une réunion sociale, ils peuvent se séparer du groupe pour dialoguer longuement avec un ou plusieurs des invités, tandis que la femme, façonnée par ou pour sa possible maternité, est capable de soutenir une conversation avec 3 personnes à la fois. Et si elle travaille chez elle, comme c'est devenu commun à présent, elle aura à s'organiser pour préparer le repas, résoudre les problèmes par téléphone, aider les enfants dans leurs cours virtuels et faire comprendre à ses enfants et peut-être à son mari ou compagnon qu'elle les aime bien, mais qu'elle doit faire son travail. Pour mieux résoudre ces problèmes et ceux des personnes dont elle se sent responsable, elle va créer tout un réseau d'appui depuis le personnel de ménage, les techniciens, les réparateurs, les guérisseurs, médecins, infirmières, et chose nouvelle, les livreurs à domicile. Sans compter son réseau personnel d'amis et de membres de la famille. Les messages ne sont pas les mêmes. Il faut avoir un grand répertoire. La femme joue également un rôle important dans la conservation de la langue. C'était généralement les grands-mères qui transmettaient les principes et les valeurs d'une société déterminée, lorsque le soir, la veillée, elles racontaient aux enfants et aux adultes aussi les mythes et légendes qui leur avaient été transmis de génération en génération, les répétant toujours par cœur, sans y changer un point ou une virgule, comme certaines cuisinières qui répètent inlassablement leurs recettes, sans y changer ni le choix ni la quantité des ingrédients. Des études récentes en anthropologie faites au Oaxaca sur des villages de migrants partis vers le nord du pays ou le sud des États-Unis à la recherche d'un travail ont prouvé que tant que des femmes restaient au village, celui-ci continuait d'exister. Mais si les femmes l'avaient déserté, ce village finissait par disparaître. Il en est de même pour les langues. Certains groupes ethniques ne se trouvent plus représentés que par quelques locuteurs parlant la langue de ce groupe. Si de l'extérieur, on effectue des efforts pour redonner vie à cette langue, ce sont presque toujours les femmes qui acceptent l'enjeu de transmettre ce trésor qu'elles conservent à travers les danses rituelles, les narrations aux enfants ou la transmission des traditions durant les fêtes. Il s'agit là de la langue orale. La langue écrite est sans doute le meilleur moyen de la conserver. Dans notre société patriarcale, les hommes se sont réservés le monopole de la parole. Cependant, des femmes ont su s'exprimer. Des poètes comme la célèbre poétesse Sappho de l'île grecque de Lesbos, qui dans les siècles 7 et 6 avant Jésus-Christ, chanta dans ses 9 livres, sa passion et le désir. Ou des femmes du Moyen-Âge, comme Marie de France, qui écrivit des fabliaux et traduisit un texte anglais. Je donne quelques exemples. Plus tard, des femmes comme la marquise de Sévigné, qui utilisa le style épistolaire pour communiquer. Des écrivaines qui eurent recours au subterfuge de signer leurs œuvres d'un nom masculin comme George Sand. Et puis de nos jours, des auteurs audaces comme Simone de Beauvoir ou Simone Weil, dont les écrits ont eu une énorme répercussion sur la société et la prise de décision politique.
Et il y a de plus en plus d'écrivaines reconnues, gagnant des prix, etc. Au Mexique, la célèbre Sor Juana Inés de la Cruz, qui utilisa comme subterfuge l'entrée au couvent. Madame Calderón de la Barca, qui par ses lettres montra les us et coutumes du pays, et plus récemment des écrivaines telles que Gabriela Mistral, prix Nobel. Elle était chilienne d'origine, mais elle a beaucoup vécu au Mexique et a eu une grande influence dans le pays, dans l'éducation. Par exemple, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Elena Garro, Margot Glantz, etc., etc. La liste est longue. En ce qui concerne la France, je ne vais parler que de 2 écrivaines en rapport avec la Révolution française. La marquise Sophie de Condorcet, ardente défenseur. Défenseur, c'est un nom masculin. Comment est-ce qu'on le féminise? En disant défenseur, défenseuse. Ardente défenseur de la République. Son rôle principal fut d'organiser des salons où se réunissaient tout ce que l'Europe comptait de savants, d'intelligence libre, de réformateurs politiques et sociaux, d'ennemis des préjugés, etc. Elle poussa son mari philosophe à passer à l'action en faveur de la République. C'est vraiment elle qui le poussa. Et comme il était de tendance modérée, il fut finalement guillotiné pendant la terreur de Robespierre. Et la marquise continua son action. Elle écrivit 8 lettres sur la sympathie, qui est un véritable traité sur le bonheur que l'homme ne peut atteindre que par l'amitié et l'amour. Par ailleurs, elle traduisit et publia un livre d'Adam Smith, La théorie des sentiments moraux. L'autre personnage dont je veux parler est plus tragique. Il s'agit d'Olympe de Gouges, auteure dramatique, journaliste, philosophe, écrivaine féministe et femme politique. Elle écrivit en 1791, pendant la Révolution française, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui était un pastiche, une imitation, de la Déclaration de 1789. Elle critique par ce texte l'application juridique et politique de la Déclaration aux seuls hommes. Elle tente sans succès de le soumettre à l'approbation de l'Assemblée. Elle est guillotinée le 3 novembre 1793 pour avoir proposé dans une de ses brochures que le peuple, par référendum, choisisse la forme du régime politique qui conviendrait à la France. Gouvernement républicain centralisé, fédératif ou monarchique. Le gouvernement les révolutionnaires ne tolèrent pas qu'elle puisse remettre en cause la République. Le 19 novembre 1793, quelques jours après son exécution, le journal Le Moniteur avertit toutes les femmes qui manifesteraient la prétention de s'immiscer dans la sphère politique. Elle voulut être homme d'État. Et il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. Ainsi, cette tentative d'affirmation de son identité féminine et la légitime revendication de l'égalité des droits civils et politiques des 2 sexes se solda par un échec. Bon, la femme a également besoin de la parole pour se défendre, pour résister. Comme cela est Vox Populi, de nos jours, presque toutes les sociétés sont patriarcales. Cependant, diverses recherches semblent démontrer qu'à l'époque des premiers cultivateurs, à la fin de l'ère glaciaire, il existait la polyandrie. Les femmes possédaient ou avaient le droit de posséder la terre, et pour la cultiver, il faut beaucoup de bras. La femme prenait donc plusieurs maris. Il y avait par ailleurs un intérêt économique à cela, car cela évitait le risque de partager un héritage si tous les frères étaient mariés à la même femme. On peut parler de matriarcat là où la polyandrie a existé
et apparemment elle continue d'exister de nos jours dans des sociétés aux structures sociales relativement simples. Les anthropologues Catherine, je ne sais pas bien prononcer, Starkweather de l'Université du Missouri et Raymond Helms de l'Université du Nebraska ont publié dans la revue Human Nature une recherche par laquelle ils ont identifié 53 groupes humains polyandriques. Mais à partir d'environ 4000 ans avant Jésus-Christ, des peuples guerriers venus des steppes de l'Asie centrale, en quête d'un climat plus doux et de meilleures terres, commencèrent à s'installer sur le pourtour de la Méditerranée et au cœur de l'Europe. Ce n'étaient plus des cultivateurs pacifiques, mais des peuples mieux hiérarchisés qui avaient su produire des armes puissantes pour l'époque grâce à la découverte du cuivre puis du bronze. Ces groupes humains répondent à la dénomination de peuples indo-européens. Les premiers arrivés furent les Perses qui occupèrent le territoire actuel de l'Iran, suivis par les Grecs, les Latins et les Celtes, dont autant les francophones que les hispanophones, nous sommes les héritiers. Puis arrivèrent les Germaniques et les Slaves qui restèrent dans l'Europe centrale. Qui dit guerrier, dit force, dit imposition, dit patriarcat. Et leur langue reflète ce caractère. En outre, ces peuples pratiquèrent l'élevage. Cette activité exige une organisation sociale où l'homme va dominer, car la force y est requise, et par conséquent les armes. Sans aucun doute, les éleveurs du passé, les éleveurs de cette époque s'imposèrent aux agriculteurs du passé et de graves conflits se produisirent. Le langage se durcit sous le développement d'un système autoritaire et de l'oppression qui s'en dégage. Des sociétés comme celle de la Grèce ou de Rome, ainsi que les religions monothéistes, minimisent le rôle de la femme, lui niant la capacité de perception et la privant du droit à décider, lui laissant presque uniquement le rôle de la maternité, ou accusant de sorcellerie celle qui s'approprie de la connaissance, comme Ève, tentée par le démon de la connaissance, symbolisé par la pomme, est réservée à celui qui a été fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme. Je vais faire une petite digression. Je vais parler d'une société un peu différente, plus égalitaire, la société gauloise. J'aime beaucoup l'histoire de la Gaule et donc je profite maintenant pour en parler un peu. Quelle était la place de la femme dans cette société qui faisait partie du monde celte? La Gaule était de ces peuples qui sont arrivés, les Indo-Européens, c'était les Celtes. Je vais copier textuellement une description que j'ai trouvée sur Internet. En tant que femme gauloise, Albiana n'est en rien un être subalterne. Elle n'est pas la propriété de son mari. Elle garde sa liberté et la jouissance de ses biens. En tant qu'aristocrate, elle participe activement à la gestion du domaine et en cas de guerre, elle hérite des prérogatives de son mari. Elle arbitre les conflits, prend part aux questions politiques et elle peut même siéger dans les assemblées. Fin de la citation. Par ailleurs, on a trouvé des vestiges qui prouvent qu'elle pouvait exercer des métiers. Une trousse de dentiste, par exemple. Comme preuve à l'appui, je mentionnerai les somptueuses tombes de princesses, pleines de décorations, qui n'ont pas encore livré tout leur mystère, mais qui témoignent de l'importance sociale des femmes gauloises. Et j'ai retrouvé par ailleurs dans une vieille revue d'archéologie que j'avais conservée des photos de deux statuettes. Une représente l'autre un couple enlacé. Dans les deux cas, vous remarquerez que l'homme et la femme sont de la même taille.
ce qui n'arrive pas toujours, ou ce qui n'arrive jamais, dans la sculpture, par exemple, égyptienne ou romaine. Généralement, l'homme est plus grand, la femme est plus petite, même si c'est une femme importante. Et là, ils ont la même taille. On ne sait pas trop comment la langue reflétait cette sorte d'égalité, car les Celtes n'ont pas laissé d'écrit. Leur culture a été remplacée par celle de Rome lorsque la Gaule fut conquise par Jules César, mais il en reste bien quelques échos dans le tissu social actuel. La langue française est fondamentalement fondée sur le latin et le parler germanique des Francs, peuple barbare qui conquit la Gaule vers le début du VIe siècle. Plus les apports du grec, du celte et postérieurement les échanges historiques entre les langues en contact, particulièrement les langues néo-latines. Cette langue, comme toutes les langues néo-latines, va évidemment refléter l'égalité qui sévit dans la société jusqu'à nos jours. Les systèmes linguistiques peuvent en effet servir à dévaloriser la femme. Celle-ci est liée à l'image de la terre, mais la guerre et l'élevage, apanage de l'homme, sont considérés plus importants dans la structure sociale. Le fait que le mot homme doive en principe représenter l'homme et la femme n'empêche pas que l'image qui se présente à l'esprit soit celle de l'homme tout court. Lorsqu'on parle d'une réunion de scientifiques, d'ingénieurs, de médecins, de peintres ou de chefs d'orchestre, on pense tout naturellement à des représentants masculins. L'homme s'étant attribué le droit exclusif d'exercer certains métiers et certaines fonctions, beaucoup de mots désignant une profession ou une responsabilité publique n'ont pas de féminin. Et c'est précisément la féminisation des noms de métiers et de fonctions qui irrite. Elle irrite les défenseurs d'une langue neutre, mais surtout ceux qui ont peur d'une société en mouvement qui se veut paritaire. Dans les actions en faveur de l'égalité professionnelle, la féminisation des noms est considérée comme un outil de lutte contre le sexisme. Les noms sont la clé de l'accès des femmes à une égalité visible et reconnue. Depuis la fin du siècle passé, la politique française a fait de la recherche d'égalité un objet sexué. Comme De Gaulle qui a commencé un fameux discours en disant aux Français, Françaises, les hommes politiques, quand ils s'adressent à leurs possibles électeurs, commencent aussi leur discours par tous et toutes, chacun, chacune, Françaises, Français. On parle d'inclusion. Mais la lutte pour l'inclusion est loin d'être gagnée. On féminise plus facilement les métiers que les fonctions qui comportent la représentation politique et des décisions administratives. L'usage du masculin constitue un rempart face aux évolutions sociales. De fait, l'inégalité dans la langue met en évidence la relation qui existe entre l'ordre linguistique et l'ordre social. Un petit exemple. Quand on parle des familles monoparentales, pour prendre de meilleures décisions, il conviendrait de distinguer entre les familles monoparentales paternelles, moins de 20% des cas, et celles qui sont maternelles et qui s'élèvent à plus de 80%. J'ai trouvé dans un texte de la linguiste Claudie Bodino qui s'appelle « De la féminisation des noms à la parité, réflexion sur l'enjeu politique d'un usage linguistique », une réflexion qui marque bien la relation entre la langue et la société. Comme début de la citation. L'articulation entre les deux champs, professionnel et linguistique, se noue dans le temps et dans les arguments. Son analyse souligne que la féminisation des noms et la féminisation des professions ont un enjeu similaire, rendre les femmes visibles dans la sphère publique. L'accès des femmes aux carrières valorisées est synonyme de conquête du titre professionnel. Signe de leur statut social, celui-ci leur confère une visibilité indiscutable. Une fois l'accès obtenu,
Le jeu sur le genre du titre est le seul moyen d'assurer ou de minorer cette visibilité. D'un point de vue linguistique, trouver une terminaison féminine pour des mots décidément masculins est cause de véritables débats. Les lexicologues et terminologues doivent se mettre d'accord sur la meilleure terminaison. Doit-on dire par exemple pour auteur, auteureux avec un E comme le font les Canadiens, ou autrice sur le modèle de directrice, ou pourquoi pas auteuse sur le modèle de causeur, causeuse, mais ce n'est pas très euphonique. De même pour les professions médicales où il fallait avoir spécifié Madame le docteur, Madame le chirurgien. Il faut signaler qu'en ce domaine, l'espagnol est mieux outillé que le français pour signaler il faut signaler qu'en ce domaine, l'espagnol est mieux outillé que le français pour signaler le genre, car il possède les terminaisons O et A, abogado, abogada, ou bien la terminaison R plus le A, doctor, doctora. Par ailleurs, le E est censé représenter ces deux voyelles finales, ce qui permettrait de dire elle, la presidente, una estudiante. Comme l'affirme le linguiste, lexicologue et philosophe de la langue Alain Rey, principal auteur du dictionnaire Le Robert, dont j'ai écouté l'autre jour la conférence « Les mots pour résister », le langage peut être une arme pour se libérer, mais il souligne avec ironie qu'il y a aussi des mots, c'est aux mots qu'il faut résister. Il y a en échange des phénomènes, il a mentionné des phénomènes de genre qui peuvent être des ressources pour structurer la lutte. Par exemple, jouer sur le fait qu'en allemand, soleil est féminin, la soleil. Il devient donc le symbole de la maternité et le protecteur non de la virilité, qui est pourtant son apanage dans les langues espagnoles et françaises, mais le protecteur de l'agriculture. Tandis que l'une, qui s'accompagne de l'article masculin, protège la chasse nocturne, activité particulièrement masculine. Sans doute cette contradiction entre deux langues indo-européennes peut ouvrir la voie à d'intéressantes réflexions. Alain Rey considère que pour que le langage de résistance soit efficace, il doit être conçu sans haine et sans colère, mais faire grand appel à l'ironie. C'est l'ironie qui peut obtenir des résultats, parce que les oppresseurs, eux, ne savent pas rire. Ils sont toujours très sérieux, mais c'est l'ironie qui peut agir, qui peut jouer. Et là, la femme peut jouer un grand rôle, car selon lui, pour que la société reste humaine, on a besoin de la sensibilité et de l'affectivité. Ici, au Mexique, ce n'est pas toujours le cas. Il s'agit sans doute de circonstances différentes, exigeantes. Tout au long des dernières décennies, cependant, les femmes ont montré qu'elles savaient mettre le langage au service de notre cause. Elles parlent, elles crient, elles écrivent sur les murs dans les journaux. Nous avons donc tous besoin de paroles. Nous avons besoin d'être des moulins à paroles. Et pour finir, je retiens une nouvelle récente. À la mort du président de la Tanzanie, John Magufuli, c'est la vice-présidente Samia Suluhu Hassan qui assume officiellement la présidence de son pays à la date du 19 mars. Selon l'information transmise par Radio France Internationale, on lui reconnaît les qualités suivantes. Quelqu'un de calme, de capable, de loyal, de respectueuse. Elle est la 20e femme à assumer le rôle de chef de gouvernement ou d'État en ce moment. Il y a en ce moment 20 femmes dans le monde qui dirigent leur pays ou leur région.
Et pour remplir cette fonction et surtout avoir de bons résultats, elles ont sûrement besoin du verbe, c'est-à-dire de la parole, de l'expression. Elles doivent être capables de trouver les mots adéquats pour communiquer avec toutes les sphères de la société, aussi bien nationale ou régionale qu'internationale, sans oublier le monde quotidien. Merci. Je vous remercie, Madame Olga. A été un honneur de vous entendre et de connaître votre perspective, que pour nous, en tant qu'enseignants et aussi que spécialistes en langue, et nous devons continuer à travailler et à valoriser la femme à partir de la langue. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de continuer à la partie des questions-réponses. D'accord? Donc, nous avons une première question qui c'est de Raoul Rodarte, qui vous pose la question de combien le mythe d'Amazon a servi à la lutte des revendications des femmes. Je n'ai pas compris très bien la question. La question, c'est par rapport au mythe d'Amazon. Si le mythe d'Amazon a servi à la lutte des revendications des femmes. Il se réfère aux Amazones Amazon, que l'on considérait des femmes à cheval et qui avaient des poderes qui n'avaient pas besoin d'hommes. oui, j'imagine que oui. Bon, je ne sais réellement, je ne sais pas ce que ce mythe a pu avoir dans l'histoire de la femme dans l'humanité. D'accord, donc, Je saurais donner une vision qui soit solide. oui. Donc, est-ce qu'il y aurait une autre personne qui voudrait monter sur scène et poser la question directement? Bon, je pense que lorsqu'il parle d'Amazon, on pense un petit peu à la polyandrie, au matriarcat, mais c'est un peu différent. C'est un mythe qui est un peu plus, disons, guerrier. Donc, ça ne correspond pas à cette vision de la femme comme étant celle qui possède la terre, celle qui commande, celle qui peut prendre les décisions. Ce n'est pas exactement la même chose. Oui, d'accord. Nous avons une autre question, mais plus précise. Est-ce que vous croyez que la langue française est sexiste? Ah, justement, c'est ce que je viens de montrer, parce que les mots masculins, beaucoup de mots qui représentent les métiers, les professions, les fonctions publiques n'ont pas de féminin. Donc, il a fallu que les femmes pénètrent dans les sphères masculines, disons, s'imposent et réussissent à être rendues visibles, qu'elles se rendent visibles. Et quand elles se sont rendues visibles, les mots ont suivi. Je crois que dans ce cas, les mots ont suivi l'action. Et une fois que l'action a commencé, il va falloir réutiliser les mots pour continuer l'action. Parce que disons que si une femme réussit à être acceptée comme ingénieure, il y a longtemps, mais ça fait quand même c'était un moment de croissance. Et la femme a pu être acceptée comme ingénieure, comme étudiante d'une école d'ingénieur. Après, il a fallu féminiser la fonction, puisque la femme existait en tant qu'ingénieure, que docteur, etc. Mais dans toute la société, ce n'est pas accepté. C'est-à-dire, un petit groupe social accepte cette féminisation, mais tous les autres ne sont pas convaincus, ou refusent, rejettent, mettent le rempart de la langue masculinisée, disons. Alors,
la lutte continue, il faut continuer de disséminer, de faire connaître ce qui s'est passé et ce que l'on peut continuer à obtenir. Oui, c'était ce que vous mentionnez plutôt de la féminisation des mots, par exemple à l'espagnol de doctora ou par exemple de auteur, autrice, etc. Donc, nous avons une autre question qui c'est par rapport à vous. Quelle est votre position sur les non-genres dans les textes institutionnels aujourd'hui? Les non-genres. Le mot genre que l'on utilise, je crois qu'il est le mot qui permet d'exprimer cette prise de position de la femme, c'est-à-dire la prise de position de rendre visible la femme. Je ne sais pas s'il y a une autre manière de l'exprimer, mais cela nous permet quand même de réaliser cette lutte, ce combat pour ouvrir tous les domaines à la femme. Je voudrais insister sur un fait. À mon avis, la femme peut gagner du côté de l'énergie masculine à condition de ne pas priver l'homme de son énergie masculine. C'est-à-dire, les deux doivent être équilibrés. Aussi bien l'homme doit être respecté dans sa virilité, à condition d'avoir des sentiments qui puissent compléter sa personnalité, de même que la femme qui est rationnelle, qui aime être reconnue comme capable d'exercer des fonctions, ne perde pas sa sensibilité, ses sentiments. C'est-à-dire il faut garder l'équilibre entre les deux énergies. D'accord. La question, c'était plutôt sur la non-existence des genres dans des textes institutionnels et plutôt dans la position de l'Académie française qui est très fermée sur ces sujets. Ça, c'est justement la résistance aux mots et les mots pour résister, comme dit Alain Ray. C'est très complexe, vraiment, c'est un problème sociétal, c'est le problème de toute une génération qui est en train d'agir dans ce domaine, mais les institutions ne changent pas facilement, ne changent pas leur façon de penser très facilement. D'accord. Oui, Maria Bonjour. Teresa. Bonjour. Bonjour, madame. Merci, merci de votre exposition. Pour moi, il y a beaucoup d'éléments très, très intéressants et à travailler en profondité, à étudier, à réviser. Mais je voudrais connaître qu'est-ce que vous pensez à propos de ces nouveaux mots qu'on utilise ou qu'on transforme pour essayer de réunir les deux genres dans les mêmes mots. Par exemple, en espagnol, on a commencé à utiliser, de dire nosotros, todes. Qu'est-ce que vous pensez de ces mots qu'on commence à utiliser, surtout les nouvelles générations? Pour moi, ça me pose beaucoup de difficultés, mais je pense que ça a un rapport avec cette lutte de laquelle vous êtes en train de parler, et cette lutte pour l'égalité des genres, cette lutte les femmes, dans laquelle les femmes sont engagées jour après jour pour essayer de trouver la même place que pour les hommes. Je ne sais pas si vous pensez que c'est possible d'arriver à parler comme ça, non? À transformer ou essayer de trouver un genre neutre pour ces mots et si ça sert vraiment à changer les choses. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, d'un point de vue euphonique, ce n'est pas joli.
Alors, c'est difficile de les accepter. Je pense que c'est un peu comme lorsque la peinture a évolué et passé d'un style classique au style que nous appelons impressionniste, etc. Les gens n'étaient pas du tout habitués à voir les lignes d'une autre façon. Et il a fallu beaucoup de temps pour s'habituer à accepter ce genre de peinture où la couleur, où le tracé dominait la ligne. On avait fait disparaître la ligne, par exemple, dans un dessin de mur, la ligne se perd entre la paroi et le plancher, des choses comme ça. Alors, il a fallu du temps pour s'y faire. Est-ce que ce genre de solution intermédiaire réussira à s'imposer? Sincèrement, je ne sais pas. Je me sens tout à fait... Ouais. Je trouve difficile de l'accepter parce que d'un point de vue phonétique, disons phonique, ce n'est pas très agréable. Mais c'est une question d'oreille. On peut s'habituer à tout. D'accord. Merci beaucoup. Pas de quoi, Marie-Thérèse. Ok, on a une autre question qui c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme enseignants, pour rendre la femme plus visible et ne pas perdre l'harmonie avec le sexe masculin? Je pense que le professeur, l'enseignant, doit toujours respecter chez ses étudiants ce qui doit éviter tout ce qui pourrait disons, le faire se sentir moindre. C'est-à-dire, l'homme a besoin de continuer à être considéré comme viril, la femme a besoin d'être considérée comme intuitive. Bon, disons, ce sont les deux mots que j'ai trouvés maintenant. L'enseignant doit respecter ses étudiants, doit respecter en eux cette situation sociale, disons. On ne doit pas imposer un sexe par rapport à l'autre, mais essayer de garder un équilibre entre les deux personnalités différentes, enfin, les deux énergies différentes. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, j'imagine que oui. Si vous n'auriez plus de questions, ou si vous voulez monter sur scène et les poser directement, mais j'imagine que toute cette conversation, cette causerie, nous a servi pour bien réfléchir sur le développement des langues. Donc, il faut continuer à cette réflexion de comment la femme ou comment est valorisée la femme à travers les langues, et plutôt dans notre cas, dans la langue française. Donc, je vous remercie, Olga, et je remercie à tout notre public d'aujourd'hui. Et on continue et de vous inviter à continuer à notre série de webinaires dans des autres semaines. Merci à toutes et à tous. Merci. Et bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée aussi. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.